Donnez-moi un B, un I, un N. Ou alors non, vous me donnez binge audio. Eh bien, vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! C'est très compliqué d'avoir à se renseigner moi-même lesbienne. J'ai dû vraiment aller chercher, aller faire l'archéologue, comme toute lesbienne doit faire, si on veut trouver des pans de notre histoire. Cette crainte que j'avais dans les transports, dans la rue, c'était un poids. Et en fait, je le partageais avec quasiment la totalité des femmes qui m'entouraient dans ma vie. Et donc, c'était cette chanson-là. Puis c'était en plein pendant la délivrance de ce que MeToo et Balance ton port nous a apporté. Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. Quel en est le titre? Portrait de la jeune fille en feu. Salut, c'est Thomas Rozek. « 2020, à bien des égards, fut une année de merde. » Pardon de le dire comme ça, aussi crûment et vulgairement, mais c'est vrai. Je vous épargnerai la liste des diverses catastrophes, tant sanitaires que politiques, économiques ou écologiques, qui ont fait de ces 12 mois un véritable enfer. Vous les avez certainement toutes et tous bien en tête. Et si on ose à peine se dire que 2021 ne pourra décemment pas être pire, des fois que si, en fait, ce soit pire, les indécrottables optimistes qui sommeillent en nous cherchent malgré tout à trouver du bon dans cette année écoulée, histoire de sauver un peu l'honneur. Et figurez-vous qu'on a trouvé, enfin que ma camarade Camille Regache, du podcast Camille, a trouvé. 2020 fut l'année lesbienne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais la laisser vous expliquer tout ça puisque c'est elle qui est à la barre de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et pour vous expliquer en quoi cette année a été particulière pour les lesbiennes, il fallait une invitée qui scrute tous les jours l'actualité lesbienne. Les potins, les articles, les événements culturels. Qui d'autre que Lauriane Nicole, qui tient la newsletter et le compte Instagram Lesbien Raisonnable, sous-titré sobrement Le Gala du Winnistan. Déjà, j'ai envie de dire, c'est pas très sympa pour les lesbiennes de dire que 2020, qui nous a quand même bien malmenés, est une année lesbienne, mais je pense que les lesbiennes ont sauvé 2020. Je pense à quoi? Je pense à évidemment le geste d'Adèle Haenel au César. Enfin, le geste, elle s'est levée, elle s'est cassée, comme l'a si bien dit une autre lesbienne, Virginie Despentes, dans sa tribune à Libé. Je pense aussi à Alice Coffin, qui a milité avec de nombreux autres pour la démission de Christophe Girard du Conseil de Paris, et qui a publié dans la foulée un livre avec ce titre magnifique, Le génie lesbien. Pour toi, pourquoi 2020 en fait, et cette année qui du coup, comme tu le dis, est sauvée par les lesbiennes? C'est une question compliquée. Je pense que 2019 déjà était pas mal lesbien. On a eu quand même la Coupe du Monde de foot avec les Américaines qui ont remporté, et notamment entre autres Megan Rapinoe qui est une lesbienne militante, qui militait aussi contre les violences policières, contre les violences racistes, etc. C'est 2019, on a eu aussi Portrait de la jeune fille en feu, qui du coup a eu des répercussions en 2020. Qui est un film de Céline Sciamma qui raconte une histoire d'amour lesbienne et qui est paru en 2019 en France et en 2020 à l'international aux États-Unis notamment. Oui, c'est exactement ça. Et la prise de parole bouleversante en fait d'Adèle Haenel à Mediapart en novembre 2019. Elle parlait de son histoire personnelle et du fait qu'elle ait été agressée sexuellement par un réalisateur quand elle avait 12-13 ans. Et c'était une interview qui était accompagnée d'une enquête très très fouillée de la journaliste Marine Turki, qui était là à l'interview aussi. Et puis je pense que c'est une interview que tout le monde a encore dans son souvenir, puisque c'était bouleversant. Elle a écrit une lettre à son père. Et le fait qu'elle ait pris la parole en ayant ce pouvoir-là, à ce moment-là, puisque Portrait de la jeune fille en feu venait de sortir, c'était fondamental. Tout ça a mené, je pense, à 2020 et ce qu'on a connu. Donc pour toi, 2019 était déjà une forme de préambule à cette année 2020. Comment tu la caractériserais cette année? Est-ce qu'on peut parler d'hypervisibilité des lesbiennes aujourd'hui? Non.
Non, pas encore assez. On a vu, avec les quelques débats sur la PMA au début de l'année, que c'est encore très compliqué d'inviter des lesbiennes sur les plateaux télé, parce qu'il y a toujours des débats à propos de nos utérus et de nos familles qui se font encore sans nous. Donc, ouais, la visibilité, pour moi, elle n'est pas encore suffisante, donc c'est certainement pas une hyper-visibilité. Cela dit, oui, il y a quelques petites marques qui se font dans le système, au César, au Conseil de Paris, mais pas que. Dans l'équipe de foot de France féminine, par exemple, aussi, on a vu la jeune gardienne qui a fait son coming out, qui s'appelle Pauline Perromagnin. Donc ça, c'est assez important, puisque c'est la première lesbienne out en activité en équipe de France. On a vu aussi, à la rentrée littéraire, une jeune autrice qui a publié son premier roman. Elle s'appelle Fatima Das, le roman s'appelle La Petite Dernière. Et donc sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, on a vu une toute jeune lesbienne arriver et dire « Je suis lesbienne et musulmane ». J'ai des contradictions, mais voilà, c'est ma parole. Donc ça, c'était très important. Voilà, on y arrive peu à peu. Après, moi, je suis très collée à ces actualités-là, donc je me demande aussi s'il n'y a pas un effet de bulle, ou le fait que je m'y intéresse beaucoup me semble forcément que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lesbiennes partout. Mais j'ai quand même l'impression que dans le grand public, maintenant ça y est, les gens connaissent le nom d'Alice Coffin, les gens connaissent le nom d'Adèle Haenel, peut-être de Céline Sciamma, mais ça commence un petit peu à arriver, ouais. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Il n'y avait pas forcément de figures lesbiennes qui prenaient la parole dans les médias, quels que soient les sujets, en étant reconnues et connues comme des femmes lesbiennes. Bah oui, pendant des années, la seule lesbienne qu'on connaissait, c'était Amélie Mauresmo, et ça a duré très longtemps. Et quel courage elle a eu de faire la une de Paris Match en 99, elle avait 19 ans. Et donc là, petit à petit, oui, on commençait à en voir dans le monde sportif, dans le monde culturel, dans le monde politique. Et c'est super, mais pour moi, il n'y en a pas encore assez. Alice Coffin, encore une fois, parle de placardologie en France. C'est le fait que les journalistes, quand ils parlent de personnalités lesbiennes, donc pourtant on sait qu'elles le sont, et même quand elles sont out, etc., ont du mal à dire le mot lesbienne, trouvent toujours des chemins un peu sinueux pour expliquer que voilà, elle est en couple avec une femme, ou elle a des amitiés particulières. Donc c'est tout un système en fait qui est fait pour masquer le fait que des lesbiennes existent et réussissent. On peut dire que c'est une année lesbienne dans le sens où le mot a été prononcé, est apparu dans les médias, a été visible en tant que tel, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Pour moi, le mot lesbienne n'a pas encore été assez prononcé, encore une fois dans les débats sur la PMA, mais aussi au César. Et je crois que c'est même toi qui le faisais remarquer, c'est que les Césars ont été marqués par le départ d'Adèle Haenel, de Céline Sciamma, suivi par d'autres évidemment, dont Aïssa Maïga, Noémie Merlan, etc. Et à la suite de ça, il y a eu cette tribune de Virginie Despentes. Mais Céline Sciamma, Adèle Haenel, Virginie Despentes sont lesbiennes. Et il y a très peu de médias qui ont fait le rapprochement et qui ont dit la révolution là dans le cinéma français a été faite par des lesbiennes. C'est plutôt nous, dans nos cercles, qui nous le sommes dit. J'ai l'impression aussi que 2020 est aussi une année où des lesbiennes sont visibles médiatiquement. Tu as parlé d'Adèle Haenel, qui est actrice, tu as parlé d'Alice Coffin, qui est actuellement conseillère de Paris. Elles sont aujourd'hui visibles, j'ai l'impression, pour autre chose qu'une question simplement d'identité, ou comme Mauresmo avait pu le dire en 99, faire un coming out médiatique. Mais elles sont plutôt visibles parce qu'elles portent des paroles politiques qui parlent d'autres sujets que leur identité et orientation sexuelle. Est-ce que pour toi aussi, ça marque un tournant, quelque chose de différent en 2020 ? Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est les victoires de la musique qui ont eu lieu en février 2020, donc là, le même mois que les Césars, et il y a eu un petit tremblement, on va dire, quand la chanteuse Oshi a embrassé sa compagne sur scène, et s'est pris un torrent évidemment d'insultes homophobes sur les réseaux sociaux. C'était catastrophique, mais effectivement ce geste-là était lesbien et politique bien sûr, mais centré sur l'identité lesbienne. Ce qui s'est passé avec Adèle Haenel et Alice Coffin au Conseil de Paris, en fait, c'est des questions qui concernent les violences sexuelles. Donc effectivement, on s'éloigne des problématiques LGBT lesbiennes, mais ça fait partie du génie lesbien, en fait, d'être activiste sur ces questions. Et on pourrait parler aussi d'Adèle Haenel, qui, la semaine dernière, a été interviewée par Mediapart, puisqu'elle avait participé à la manifestation contre les violences policières et contre la loi de sécurité globale. Et oui, effectivement, les lesbiennes sont activistes, ça a toujours été le cas, et sont très concernées évidemment par toutes les problématiques de minorité. Et oui, tout à fait, on les voit de plus en plus.
Et c'est bien de noter qu'elles sont lesbiennes pour moi. Et de le rappeler, même si elles sont sur des terrains et des combats qui ne concernent pas directement cette question, comme par exemple pour les premières manifestations en France suite à la mort de George Floyd au mois de mai, avec tout le mouvement Black Lives Matter, où il y avait pareil, celle que tu as citée, donc Céline Sciamma, Adèle Haenel, qui étaient présentes dans les manifestations en soutien à ces mouvements-là. Est-ce que ça, en fait, c'est quelque chose qui annonce un petit peu ce qui va se passer pour la suite pour toi, pour 2021 par exemple ? J'espère. J'espère, mais c'est vrai que c'est intéressant de se focaliser sur leur engagement, en fait, puisqu'on peut se demander, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui relie ces combats ? Et c'est Assa Traoré, dans un article du Monde, qui parlait des alliances entre personnes et entre corps minorisés, en fait, qui se font dominer d'une façon certes différente, mais voilà, par un même ennemi, qui est le patriarcat blanc. Elles ont parlé dans l'interview de Mediapart de ce groupe d'amis, en fait, qui s'est rencontré au César avec Adèle Haenel et Aïssa Maïga, qui après a rassemblé d'autres personnes, comme la comédienne Nadège Bosson-Diagne, qui était interviewée par Mediapart aussi la semaine dernière. Et il y a la chanteuse Iseult, il y en a beaucoup d'autres, la chanteuse Mélissa Lavo, on va pas tous les citer, mais c'est important cette alliance, et je pense que ce groupe-là a un potentiel de subversion du patriarcat blanc qui peut mobiliser et qui peut emmener derrière lui énormément de monde. Cette position-là, en fait, de lesbienne politique sur des questions qui dépassent les questions simplement LGBT, elle est aussi inspirée de figures très fortes comme Megan Rapinoe, par exemple. Tu parlais de la Coupe du Monde de football féminine de 2019. Est-ce que ça vient de là aussi ? Est-ce qu'il y a un souffle qui vient de personnalités comme Megan Rapinoe ? Oui, en partie, je pense. Megan Rapinoe, c'est vrai qu'elle a posé son genou à terre pendant l'hymne américain lors d'un match, mais il y a des années, elle a continué à le faire après, à tel point que Trump après, elle a dit qu'elle ne viendrait certainement pas à la Maison-Blanche si elle gagnait la Coupe du Monde. Elle a posé son genou pour protester contre la violence policière. Exactement, oui. Et elle est très engagée sur ces questions. Et oui, mais après, il y en a d'autres. Il n'y a pas que les États-Unis qui font ça. On peut parler de la chanteuse Denise Ho, aussi à Hong Kong, qui se bat pour la démocratie. Le côté international aussi de ce mouvement, on le voit aussi cette année avec Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma, donc sorti en 2019, qui pour le coup en fait est passé du statut cette année du statut de film d'auteur français à un élément vraiment de presque pop culture internationale. Est-ce que c'est la première fois qu'un film français qui raconte une histoire lesbienne et devient un tel élément de culture internationale LGBT ? Oui, alors est-ce que c'est la première fois ? Il faudrait vraiment faire l'histoire du cinéma, mais en tout cas, c'est la première fois dans le cinéma contemporain, je crois, qu'il y a un film français réalisé par une lesbienne, avec une actrice lesbienne, sur une histoire d'amour lesbienne. J'arrive même plus à prononcer le mot tellement ça m'émeut. Tu touches à une corde sensible, là, Camille. Je pense que j'ai regardé un peu les chiffres du box-office à un moment américain, et la dernière fois qu'il y a eu un film avec un tel succès dans les jours où je regardais, c'était Amélie Poulain. Donc, tu vois, le genre de cliché français, etc. Et ça me réjouit, en fait, que Portrait de la jeune fille en feu soit aussi devenu culte assez instantanément, en fait. Bon, après, c'est l'effet des réseaux sociaux. Et moi, j'ai le nez dessus assez en permanence, donc je le vois très bien. Mais c'est très vite devenu des gifs, il y a eu des mèmes, il y a des discussions encore aujourd'hui. Il y a des comptes Instagram de fans des actrices, de fans de la réalisatrice qui se créent encore aujourd'hui. Il y a même un podcast sur ce film, podcast américain. Enfin, c'est assez incroyable. Et ça tient, je pense, au fait que ça révolutionne la mise en scène. Après, tout est politique. C'est toute la problématique des lesbiennes, de chercher des... Je sais pas si tu as eu la même chose que moi, mais de chercher nos récits, en fait. Et on a passé notre temps à regarder des films hétéros en se disant, en cherchant, tu vois, le sous-texte, en disant, peut-être que dans Titanic, Leonardo DiCaprio, ça serait peut-être une butch, tu vois, et du coup, ça fait une histoire lesbienne. Ou alors, dans des histoires où il y a des amitiés entre deux filles très fortes, est-ce qu'elle serait pas lesbienne au final ? Et là, tout d'un coup, Céline Sciamma nous a fait ce cadeau de nous offrir une histoire lesbienne magnifique, c'est même au niveau de l'image, mais aussi des dialogues, etc. Mais qui, en plus, change totalement la façon dont on regarde les gens, les actrices, les personnages. C'est révolutionnaire. Pour moi, c'est la première fois. Et ça marque l'histoire. Et c'est pas anodin que ça soit
cette année-là que les Césars ont fait ce pied de nez à ce film. En parlant de visibilité et de représentation, il y a aussi de plus en plus de films qui montrent des amours lesbiennes au-delà de Portrait de la jeune fille en feu. Je pense notamment à Deux, qui est le film français qui a été choisi pour représenter la France aux Oscars en avril 2021. Pareil, pour toi, qu'est-ce que ça signifie en fait que ce choix qui a été fait ? Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû choisir une histoire lesbienne l'année dernière. Non, mais c'est un beau film, hein, Deux. J'aime beaucoup, mais je trouve que ça révolutionne. Je sais pas si tu l'as vu, mais ça révolutionne un peu moins les fictions classiques d'amour lesbienne, puisqu'il y a toute une histoire de conflit avec la famille, etc., où c'est très compliqué. Et Céline Sciamma a très bien expliqué qu'elle voulait sortir de cette histoire de conflit, même en faisant un film d'époque. Donc on peut se dire, oh là là, les contraintes, ça va être compliqué, etc. Ça parle pas du tout de ça. Et là, je trouve que Deux est un peu moins révolutionnaire, mais il y a toujours le conflit dans le nœud du scénario, quoi. Donc voilà. Mais ouais, c'est super que ce film soit choisi aux Oscars, quand même. Là, tu parles de conflits, donc des choses un petit peu habituelles quand on parle d'histoire LGBT dans la fiction. Est-ce que la caractéristique de 2020, c'est pas aussi que les productions qui étaient étiquetées comme étant soit LGBT, soit avec des personnages LGBT, en fait, restaient un peu dans une catégorie à part des productions culturelles, et qu'aujourd'hui, comme par exemple avec le fait que 007 va être une femme noire lesbienne, est-ce que il n'y a pas aussi à un moment donné un mouvement où on vient grignoter aussi des territoires qui sont complètement hétéro depuis très longtemps? Si, et c'est très bien que ces deux mouvements existent. Enfin, Céline Sciamma, dans son film, elle met pas du tout d'hommes, et en fait, c'est vraiment une histoire lesbienne et de femmes. Tandis que là, donc tu parles de l'actrice Lashana Lynch, qui va effectivement incarner le nouveau 007, je crois, à la fin du prochain film. Donc ça a pu être Daniel Craig, mais il va passer le relais en fait à cette femme, donc qui est déjà une actrice noire lesbienne out, mais en plus le personnage de 007 sera donc une femme noire lesbienne. Donc oui, je pense qu'on grignote peu à peu, et c'est super. On va voir comment ça va être accueilli. Je pense pas très bien, vu que déjà elle a dû supprimer ses réseaux sociaux face au tollé que ça a soulevé. Mais en tout cas, ouais, ça renverse pas mal de choses, et c'est super. Et que ça devient un sujet pour tout le monde, au-delà de simplement toi, moi, qui suivons plein de productions, etc., qui sont, on va pas dire communautaires, c'est pas le bon terme, mais qui sont en tout cas dans un petit cercle de personnes qui s'intéressent aux questions LGBT en général, mais qui a une ouverture vers des médias grand public, vers des productions culturelles grand public. Tout à fait. Et puis que ce soit James Bond, qui est quand même l'exemple même du male gaze. Je veux dire, on a toutes et tous en tête l'image de la James Bond girl qui sort de l'eau. C'est l'inverse de Portrait de la jeune fille en feu, quoi, au niveau du regard. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un effet de masse? Je pose la question dans le sens où, par exemple, Victoire de la musique cette année, il y avait 4 des 6 chanteuses qui étaient nommées dans la catégorie Révélation, qui étaient ouvertement lesbiennes, ou en tout cas en couple avec des femmes. Il y avait Oshi, Suzanne, Pomme, Aloïse Sauvage et Angèle qui a fait son coming out cet été. Est-ce qu'il y a aussi un effet de masse qui fait que même si le discours n'est pas forcément politique venant de ces chanteuses-là, pas tout le temps obligatoirement, il y a aussi une imposition par la présence massive et du coup forcément remarquée des médias dans certains domaines comme la chanson? Oui, tu as raison. Après, je dirais quand même que c'est politique, puisque rien que le fait de dire « je suis lesbienne », c'est encore politique. Rien que le fait d'embrasser une femme sur scène, c'est encore politique, je pense, vu ce que ça bouscule comme... Dans le public, dans la réception. La présence, oui, il y en a de plus en plus. Après, là, on est très victoire de la musique. C'est vraiment les chanteuses qui passent sur France Inter, quoi. Mais on pourrait aussi parler des rappeuses. Il y a Kazé, il y a Lala. Et est-ce que, encore une fois, je sais pas si c'est un effet de bulle ou pas, mais oui, il y en a beaucoup, et c'est super. C'est parce que les lesbiennes sont meilleures que les autres, peut-être. Est-ce qu'on va oser dire ça? Non. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour 2021? Qu'est-ce qu'on attend déjà comme potentiellement grand moment lesbien, entre guillemets, à part la PMA qui est un running gag depuis beaucoup trop longtemps? Qu'est-ce qu'on peut attendre comme grand moment lesbien en 2021? Moi, j'attends beaucoup de voir ce que ça va être les Césars, avec angoisse et un petit peu d'espoir aussi, vu qu'il y a eu un remaniement, etc. Qu'est-ce qu'on attend pour 2021? Il y a le prochain film de Céline Sciamma, mais je ne sais pas si ça va être lesbien, je n'ai pas d'infos.
En fait, tout est tellement incertain là, avec la crise et tout, que j'ose même pas espérer quelque chose. Je sais même pas si vraiment les cinémas vont pouvoir rouvrir en décembre. Ouais, il y a des trucs à attendre. Politique et qui va forcément se faire sur la scène culturelle aussi. Dépolitiser le réel, c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur. Même si on fait un film où on se dit tout est plat, il n'y a pas d'engagement politique, en fait, tout est politique. Pour moi, oui, toute production culturelle... J'ai cité Adèle Haenel, là. Toute production culturelle, même si elle fait rien bouger, en fait, c'est qu'elle est au profit de la structure existante. Merci à Camille Regage pour cet épisode de Programme B réalisé par Geoffrey Puitch et préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.